littérature franco-ontarienne s'éteint. Le poète Robert Dixon a succombé à un cancer lundi matin à son domicile de Sudbury. Il aurait eu 63 ans en juillet. Un poème accueille. Salut, montre ses évidences, puis, on se dit, on l'espère, s'ouvre la porte de l'ascenseur. Tout le monde descend. Restez le temps que vous voudrez. La neige qui fond, le goût de ce vin, les plantes qui ressuscitent, merveilles des vivaces, les croyances printanières, and the whole garden will bow. Prétexte, texte, contexte, sous-texte, les cicatrices juste derrière les yeux, rides discrètes, le baume des sourires recevant. Marc. Robert Dixon, un anglophone du sud de l'Ontario qui choisit de venir vivre en français dans le nord de l'Ontario. On le surnommait notre assimilé national. Robert est tombé amoureux de femmes francophones de l'Ontario, du Québec et de la France. Il a toujours été amoureux de la langue française. Robert Dixon a été un défenseur du nord de l'Ontario et des gens qui y habitent, qu'ils soient mineurs, bûcherons, camionneurs ou artistes. Ce sont les gens et les paysages d'ici qui lui ont inspiré ses plus beaux textes. Robert Dixon a été un professeur adoré, un parolier, un traducteur, un acteur, un romancier et surtout un poète doué. Il a remporté le prix du gouverneur général en poésie. Robert Dixon a été très fortement impliqué dans la création et l'évolution de la Lucie de Temps, les éditions Prises de parole, le Théâtre du Nouvel-Ontario, la Galerie du Nouvel-Ontario, sans oublier sa cuisine de la poésie. Robert Dixon a été un mentor, un motivateur, un modèle pour des dizaines de jeunes francophones, et ce, du début des années 70 jusqu'à sa mort. Il a fait éclore le talent de nos artistes les plus talentueux d'ici. De Cano à Conflit dramatique, de Patrice Desbiens à Daniel Aubin, de Gaston Tremblay à Myriam Leroux. Robert Dixon aimait la poésie, la littérature, La musique, Le banjo, la danse, la peinture, le jardinage, la sculpture, le vin, la justice et les paysages humains en temps de paix relative dans l'espoir d'une paix complète. Robert Dixon a été fortement secoué dans les dernières années de sa vie par les conséquences du 11 septembre 2001. La haine entre les peuples, la logique de guerre. Ce qu'il y avait dans le sol. Le 11 septembre, le beau métier et la vigne à l'approche de l'automne du grand dérangement. Le 11 septembre 2003, destination sud. Je le leur déconseillerais si j'avais voir Chapitre. Terrorisés, je leur déconseillerais si j'avais voir chapitre les rendez terrorisés. Le 11 septembre. Nous sommes au début des années 70 à l'Université Laurentienne. Au département de littérature, l'institution veut seulement enseigner les classiques européens. C'est alors qu'une bande de jeunes rebelles décide de s'affirmer comme franco-ontariens et de prendre la parole. De créer leur musique, leur roman, leur pièce de théâtre, leur peinture. On appellera ce mouvement la coopérative des artistes du Nouvel-Ontario. Ces jeunes seront encouragés et guidés par un étrange nouveau professeur arrivé au département.
m'appelle Tigro. Enfin, c'est comme ça que mon meilleur ami m'appelle. J'aime pas ça, mais qu'est-ce qu'un gars peut faire? Il y a 2 ans, mes chums pis moi, on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Moi, je viens du Nord, sti! » Et c'est beau, merci beaucoup. Oui, faut avoir du front, tout le tour de la tête. Sur l'affiche, on a écrit les titres sous forme de points d'interrogation. Oui, je viens du Nord. Pour bien ponctuer le signe, on a mis une grosse CV à la place du point. Et qu'on s'est amusé cette année-là. Mais peut-être un peu trop. L'année suivante, j'ai dû travailler dans les mines. 14 mois dans le trou. Il n'y a rien de mieux que le malaise existentiel. Oh! Ça oblige un gars à mettre les choses en perspective. Premièrement, sortir du site. Deuxièmement, sortir du site. Et troisièmement, sortir du site. Au plus sacrement. Ben bon, c'est pas ce que je suis venu ici pour vous dire. C'est qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose de pas mal particulier. Ça a commencé quand j'ai mis les pieds dans le local du journal. Tipé, où est-ce que t'es? Je suis là, Tico! Où ça? Là, dans le dictionnaire, cette affaire. Dans le grand revers. Tu cherches quoi exactement? Le mot franco-ontarien, c'est-à-dire le nom, car l'adjectif, c'est pas compliqué. Tiens. Quels 2 adjectifs ensemble canadien, trait d'union français? C'est quoi tu cherches exactement dans le grand revers? Le gentilé, c'est-à-dire le nom propre. Dans le code canadien, c'est pas compliqué. T'as seulement à mettre un C majuscule. Mais dans le code canadien-français, c'est pas la même chose. Si tu mets un F majuscule, ben, tu te retrouves avec un maudit français. Non. C'est plutôt un crazy Frenchman ou encore un FFF. What? Un fucking French frog spit. En anglais, c'est simple. Ouais. Mais ça ne résout pas mon problème du F majuscule sur franco-ontarien. Sans parler du trait d'union. Majuscule, trait d'union, mon œil. Ce qui est important, c'est de savoir qui est un franco-ontarien et qui ne l'est pas. Puis laissez-moi vous dire que vous ne trouverez pas ça dans le Grand Robert. Mais c'est pas mal simple. Un franco-ontarien, c'est un ontarien qui parle le français et qui veut, autant que ce soit possible, vivre en français. Et coudonc, qu'est-ce qui vous amène, monsieur le vice-président francophone? Bon, ben, c'est que le département de français a décidé d'engager un professeur pour enseigner la littérature canadienne-française. Oui, c'est ce qu'ils ont promis de faire après la grève, mais ça fait 2 ans de ça. C'est quoi ton problème? The name of my problem is Robert Dixon. C'est pas vrai. Ils ont eu le culot d'embaucher un Anglais. Oui, c'est sérieux. Il y avait une dizaine d'étudiants dans mon bureau ce matin. Ils voulaient organiser une autre grève. Va falloir aller voir qui c'est cet énergumène avant que ça saute. J'ai quitté la salle en bravade. J'ai fait comment il faut laisser un Anglais décompresser mon plan d'action comme ça. Une fois arrivé à la part de Robert Dixon, j'ai vu un grand fils de freak. Ses cheveux étaient si longs qu'ils tombaient en bas de ses fesses. Sa chevelure était si pesante que ses épaules étaient arquées et sa tête penchait vers l'arrière comme un illuminé qui scrute l'au-delà dans l'espoir de trouver la vérité avec un grand V. Une fois arrivé à la porte de Robert Dixon, j'ai cogné 1 fois, 2 fois. Soulagé, je me répétais à partir quand j'ai entendu derrière moi. Un instant, je vais ouvrir et nous pourrons entrer. Le grand Robert s'est glissé devant moi. Je vous jure que la seule chose que je pouvais avoir était sa longue crinière. Un véritable rideau de cheveux qui dehors sentait le savon Baby Zone. Pour être étrange, il était crissement étrange. Il était grand, long, et habillé bizarrement.
Il portait des pantalons mauve gris à pattes d'éléphant et un grand hibou brodé son t-shirt. T'as un beau hibou? Ma femme est bretonne. Il est très habile. Vous avez des enfants. Comment sais-tu? Disons que je le sais. Ouais. Dit-il en regardant la porte. Pour la première fois de ma vie, je ne savais plus quoi dire. C'est le poème affiche qui m'a tiré d'embarras. À peine perceptible, en caractère noir sur un fond gris, le Speak White de Michel Lalonde était courageusement titré en gros bloc rouge. Ma première réaction en lisant les premiers vers fut me dire ça commence mal. Il a du culot d'afficher un texte comme ça au mur de son bureau. Disons que c'est à ce moment-là que j'ai allumé pour de vrai. Plus je lisais, plus je m'enrageais. Je le sentais mal à l'aise. Mais heureusement que le rythme et que surtout la rage du poème était plus fort que ma colère et que je me suis laissé emporter par le poème plutôt que par la situation. Speak white and loud. Tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère d'un nègre. Speak white comme à Wall Street. Be civilized. Et c'est en lisant la finale que j'ai réalisé que cet homme parlait la même langue que moi. Et comprenez notre palais de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et vous nous entendez vous répondre, we are doing fine. We're not alone. Plus calme, curieux d'en savoir plus long, et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il a quitté le Québec. Parce que je suis pas québécois, je suis ontarien. Mais pourquoi Sudbury? Pour vivre en français? Bonne chance. Ouais. Mais au moins ici, on a une chance. Ouais. Au moins, on n'est pas seul. Sauras-tu comment écrire franco-ontarien? L'adjectif prend 2 minuscules et un trait d'union, et le nom de gentilé prend 2 majuscules et un trait d'union. L'élément de composition franco est invariable et toujours suivi par un trait d'union. Merci, mais Tipper va me demander mes références. Tu lui diras que tu as trouvé ça chez le Grand Robert. Merci, Grand Robert. De notre vie ici où la distance use nos cœurs pleins de la tendresse mineurée de la terre de pierre, de forêt et de froid. Souterrains et solidaires, lâchant nos cris rauques et rocheux aux 4 vents de l'avenir. On a de notre vie
et je connais 20 ans m'emplir les poches d'expérience. C'est une véritable éternité. Vous me direz que je n'ai pas tout vu, et vous aurez raison. Mais ce que je n'ai pas vu moi-même, je l'ai vécu par procuration. Par procuration, ça veut dire vicariously en anglais. Je le sais parce que je suis une étudiante en traduction. Je suis une étudiante en traduction à l'Université Laurentienne et je connais. J'ai grandi dans un petit village situé à 4 heures de Toronto, 6 heures d'Ottawa. Un petit village dont l'on tribue chanson. Un petit village qui s'appelle Hammer. Puis grandir à Hammer, là, ça veut dire qu'on a les meilleurs points, cueillir des bleuettes, les meilleurs faire. Ça veut dire connaître la vraie définition de la platitude. Platitude dans le dictionnaire Merriam signifie ceci. Une longue journée à se tourner les pouces. Synonyme, punch, synonyme, Hammer. Mais grandir à Hammer, ça veut dire aussi qu'on grandit en apprenant 2 langues. L'une à la maison et l'autre, il faut l'admettre, à la télévision. De l'école primaire et ensuite au secondaire, je me débrouille aussi bien en anglais qu'en français. C'est ainsi qu'un beau jour, le conseiller en orientation de l'école secondaire me demande ce que je veux faire dans la vie. Et je lui réponds, sans hésiter, devenir traductrice. Traductrice? Maman, c'est quoi une traductrice? Alain! On va s'adorer. T'es certain qu'il parle français là-bas? C'est vraiment laid. Même Winnipeg ressemble à Venise en comparaison. J'irai pour rien au monde. Tu sais l'équipage de la polo, je sais plus combien s'est entraîné là-bas. Parce que toute la région ressemble à la lutte. Puis il fait froid. Oh, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid comme ça se peut pas. Pendant l'été, il y a plus de maringouins que dans la forêt amazonienne. Bonne chance, t'en auras besoin. À l'enregistrement de mes bagages, on me demande si je transporte une arme de chasse. Non, 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 des livres de poésie, est-ce que ça compte? La fille du comptoir d'Art Canada ne comprend pas et ne sourit pas. J'embarque dans un petit avion hélice. Tiens, c'est encore la fille du comptoir. Elle est la hôtesse de l'air. Ils doivent avoir une pénurie de personnel sur la ligne Toronto-Sudbury. Personne ne devrait faire ça. J'ai presque pitié d'elle. Elle me jette au visage un paquet de pretzels. Ils n'ont aucun goût. C'est sans doute pour me préparer à en faire des moustiques du foie. Est-ce que les moustiques en hiver? Ça doit. L'avion est plein de gens bizarres. Ils sentent l'orignal. Ils doivent revenir d'une expédition de chasse ou quelque chose comme ça. Tu crois qu'il y a un orignal mort dans la soute? Peut-être un ours? Je préfère ne pas trop y penser et je me penche vers le globe pour apercevoir les premiers signes du paysage lunaire que mon ami m'a décrit. L'avion brasse le brasse devant. J'ai l'estomac qui remonte à la gorge. Je sens que les pretzels cherchent une voie de sortie. Ils savent que je ne les aime pas. Je penche encore par la fenêtre et je vois les lumières de la ville. Une cheminée souffle une vapeur grisâtre. Mon ami avait raison. Je suis convaincu maintenant que c'est comme la lune ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'appelle Eric. J'habite Sudbury depuis 10 ans. Je suis venu ici pour travailler à la radio. Je me rappelle pas précisément comment j'ai rencontré Robert, mais c'était dans la première année que j'habitais dans le Nord. J'ai constaté en 10 ans d'amitié avec Robert qu'il troublait les femmes, peu importe leur âge. Pourtant, c'était pas le genre grand séducteur, pas pantoute. C'est juste qu'il dégageait, je pense. Des yeux rêveurs, de la profondeur, de la générosité, de l'écoute, la capacité d'émerveillement, de voir le beau partout, tout le temps. Oui, c'est ça, je pense. Bon, il y avait sûrement un peu plus que ça, parce que beaucoup de filles m'ont dit.
Déshydraté. Pouvez-vous croire ça? En tout cas, moi, ça m'a pas fait cet effet-là, c'est sûr. Mais il m'impressionnait quand même. Robert m'intimidait au début. On m'avait passé des livres de poètes sur le roi. J'adorais Patrice Desbiens, je le trouvais tellement drôle. Mais les livres de Robert, je trouvais ça beau, très beau même. Mais je comprenais pas vraiment, ça me donnait des complexes. Bon, à l'époque, j'étais jeune et j'étais con. Ce ne sont pas du tout des synonymes, mais moi, j'étais les deux à la fois. C'était comme ça. Je suis Denise. Let there be no trouble. Ce court poème de Doc Darnley, un artiste de Sudbury, nous a réunis, Robert et moi, l'une des dernières fois que nous nous sommes vus. C'était au début de l'été 2006. En prévision d'une exposition spéciale, la Galerie du Nouvel-Ontario avait commandé à une quinzaine d'artistes visuels une œuvre d'art inspirée d'un livre. Puis, elle avait invité des gens du milieu, dont j'étais, à créer quelque chose de nouveau à partir de l'une des œuvres. Le jour venu, en me promenant dans la galerie, je suis tombée sur ce livre tout simple. Celui, parmi tous les objets exposés, qui ressemblait le plus à un livre de facture classique. L'ouvrage reproduisait le poème Let There Be No Trouble, version originale anglaise de côté et traduction française de l'autre. Et c'est le titre qui m'a attirée. Let There Be No Trouble. Je me suis approchée et j'ai lu ce qui suit. Let the signposts on the road be soft, for I know you are a bad driver. Let the gas stations be close together, for you are inherently low. Let the lanes be well marked in several languages, for you like things foreign. Let your car know which way is up, for I know for you this is not always clear. Let there be parking, for even you have to stop sometime. Ouf! Cette scène de ligne était venue me chercher. Et comment dire? J'avais l'impression, en lisant, que ce texte renfermait la promesse du grand réconfort. Oh, quelle belle prière, quelle générosité, quelle tendresse que de l'offrir. Imaginez souhaiter à quelqu'un que les poteaux sur sa route soient, en fait, et qu'ils soient comment en français? Le traducteur, qu'en a-t-il fait de ces panneaux soft qui protègent contre les chocs trop violents? Souhaitons que les pancartes soient clémentes. Let the signposts on the road be soft. Soft est devenu clément. Intéressant. Mais pourquoi ne pas avoir gardé le terme mou, tout simplement? Il me semble que je les vois bien. Mou comme des poupées de chiffon, ces panneaux indicateurs sur la route. Mais bon, continuons. Let your car know which way is up. Souhaitons que ta voiture sache où elle s'en va. Ok, c'est pas évident de traduire cette phrase-là. Mais peut-on demander à la voiture de savoir lorsque la route monte et lorsqu'elle descend et d'accepter de la suivre? Je suis pas traductrice. Mais ce jour-là, il est arrivé ce qui arrive dans ce genre d'histoire-là. J'ai annoncé aux gens de la galerie que mon projet de création serait de faire une nouvelle traduction de ce texte. Et j'avais pas dans la prétention de faire mieux que l'envie de voir ce dont j'étais capable. Et ce texte m'inspirait beaucoup. J'étais loin de me douter que cette dizaine de lignes se révélerait pour moi une grande leçon sur l'art de traduire. Et cette leçon, je la dois à Robert Dickson. Avec sa générosité et son enthousiasme habituel, Robert avait accepté de m'aider. J'adore la langue ancienne, parce que j'adore mes cours de traduction. Chaque mot de la langue anglaise doit trouver son équivalent en français. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est comme une chasse au trésor. J'apprends des gros mots, mais je viens de Hanmer. Mon accent n'est pas français, il est franco-ontarien. C'est à ce moment-là dans ma vie, ce moment déchirement entre la langue écrite et la langue orale, que je me suis inscrite dans un cours de création littéraire. On me dit que, bizarrement, le prof est un anglophone qui enseigne le français. Il est grand, il est souriant, il s'appelle Robert Dickson. Dès son premier cours, Robert Dickson renverse mon univers créatif. Il s'empare de mes préconceptions face à l'écriture, les agite comme des dés et les lance sur la table. Là, dépouillés, les mots me semblent enfin accessibles. Dixon, comme on l'appelle, n'a pas toutes les réponses. Il ne connaît pas tout, mais il connaît le français et mon Dieu, il est capable de manier la langue. Mieux, il est capable de nous encourager à manier la nôtre.
Il faut dire que mes premiers poèmes sont de vrais ordures. Ils dégoûtent d'adverbes inutiles et s'enrobent d'adjectifs qui finalement s'avèrent transparents. Au lieu de s'efforcer pour toucher les lecteurs, mes poèmes radotent. Bla 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 bla. Le jour arrive où Dixon nous donne un devoir qui nous cause de grands ennuis. Il nous demande d'écrire au sujet d'une obsession. Et oh misère, je n'ai pas d'obsession. Ce soir-là, je me plante devant mon ordinateur, les doigts perchés au-dessus du clavier. J'attends l'inspiration. Rien. Des gros flocons blancs tombent en diagonale sur la ruelle. C'est distrayant. Je me mords les ongles. Le chat miaule. L'horloge fait tic-tac, tic-tac. Le lendemain, je rallume mon ordinateur. Je me détourne la tête vers la fenêtre, souhaitant voir des flacons, cherchant une distraction. Rien. Je me mords les ongles. Le chat miaule. L'horloge fait tic-tac, 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 tic-tac. Et voilà, l'inspiration frappe. Mon sujet d'écriture, mon obsession, c'est le temps. Un cadran se met à hurler dans ma tête. Les heures se lancent sur mes talons et les mordis comme des bêtes. Les mots coulent, ils me viennent facilement et je les accepte tels quels. J'emploie des mots de tous les jours, des mots que je connais bien. Je comprends enfin qu'ils me connaissent aussi. Je ne les emprunte pas. Ils m'appartiennent. Quelle découverte! Je viens de dénicher un secret primordial. Il est inutile de chercher trop loin, car les mots, ils sont tout près. Ils nous habitent. Finalement, on n'a qu'à se fermer les yeux et les poèmes viendront. Vous voyez, les leçons de Robert Dixon ne sont pas issues d'un manuel de cours. Ils viennent de l'homme même. De cet homme qui aime écrire des poèmes au sujet de la richesse de tous les jours. Je sors de l'avion et je remonte quelques brochures touristiques. Une immense pièce de monnaie, un casino, plusieurs motels et ce slogan qui couronne le tout. Sudbury, la capitale du nickel. L'aéroport est vide. À l'extérieur, ils n'ont que des taxis. Aucun arrêt d'autobus. Ouais, je le sais, on m'avait prévenu. C'est la lune ici. Mais là, je commence à sérieusement reprendre le premier vol en partance pour la civilisation. Et c'est là, au milieu de mes pensées galactiques, qu'il est arrivé. Son sourire embrassé tout l'aéroport. Il ressemblait un peu à l'image que je me faisais d'un grand chef indien. Immense, droit, fier, racé. Oh, j'enviais son abondante chevelure qui coulait sur son dos et qui contrastait avec les quelques poils que j'avais sur la tête. D'un coup, d'un seul, j'ai tout oublié. La lune, la roche de nickel. J'avais devant moi celui qui allait devenir mon ami pendant près de 15 ans. Tu dois avoir faim. On a un rendez-vous avec ma blonde et mon éditrice pour aller prendre une bière et quelque chose à grignoter. Il faut que je vous décrive l'endroit où on en est. Le bar était bercé de musique country. Et nous, on fait la poésie en mangeant des peanuts. Une fois dévoré, on envoie simplement les restants d'écailles sur le plancher. D'un coup d'avant-bras. J'avais jamais vu ça.
une fois la surprise passée, j'envoie les instants d'écailles plus loin que personne dans le bar et personne ne disait rien. Avec un plaisir évident, en fait, j'en vais promener bien plus que des écailles peanuts. J'en vais promener toutes mes idées préconçues. Les palots ignorants de mes amis de Montréal. La lune, la roche, le nickel. Et un peu de ma vie d'avant. Je pourrais vous parler longuement de ceux et celles qui ont mis sur mon chemin. De ses voyages, des soirées parfois trop arrosées, de son amour pour le jardinage. Je pourrais vous parler des spectacles que nous avons fait ensemble à Ottawa, Sudbury, Montréal, de sa passion pour le baseball. Et je pourrais vous parler de ses yeux qui s'embuaient de larmes et de fierté lorsqu'il parle de ses enfants. Sur la traduction, j'étais heureuse de certains segments, mais loin d'être satisfaite de l'ensemble. Le ton n'y était pas, le rythme était assez bancal, et je savais que je n'avais pas réussi à rendre certaines des invocations. Imaginez-vous donc le fou rire qui m'a pris lorsque Robert a proposé une traduction pour For you are inherently low. Et qui fait référence bien sûr au réservoir de sang. Robert avait proposé de traduire en disant Car forcément, tu es toujours en manque. Mettons que ça permet d'élargir pas mal le sens de l'affirmation. Je sais que nous ne sommes pas ici dans un cours de traduction, mais comprenez bien que ce soir-là, j'en ai eu un. Et tout un. La force d'un bon texte en poésie, c'est de pas trop river le sens. La force d'une bonne traduction en poésie, c'est de faire de même, tout en restant le plus près possible du texte d'origine. C'est un gros défi. Tout est dans la nuance en poésie. En dire assez pour suggérer, et pas trop, pour ne pas limiter les possibilités de compréhension. C'est comme danser sur une cordelaine. La première fois que j'ai été fasciné par un poème de Robert, c'était un an pour mon entrée à Sudbury. J'animais une émission à la radio, et à chaque semaine, un artiste m'écrit un œuvre en direct. Ce jour-là, c'était Robert l'invité. Il avait écrit un poème inspiré par un événement qui s'était passé la veille près de Sudbury, une explosion sur la route. Il a fait un lien entre cette petite explosion récente et la grande explosion originale, causée par la chute de météorites, qui a jadis créé le territoire où se retrouve aujourd'hui Sudbury. Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Aujourd'hui, un camion de dynamite a explosé en banlieue. Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Sans la déflagration météorite, pas de mineurs, pas de Sudbury, grand trou noir dans l'espace du Nord, pas de secousses qui bouleversent régulièrement mes rêves, pas de communauté, pas de richesse, pas de traces empreintes dans la roche à nu, dans nos cours et nos caves et nos cœurs. C'est fort, hein? Ouais, c'est qui? Robert Dixon. Ah! Je trouvais ça génial, j'étais fasciné. Je lui ai dit, il m'a amené souper au dessin The Only Café, l'ancêtre du Laughing Buddha. Là, il m'a raconté son histoire, celle de l'anglophone qui choisit de devenir francophone, et surtout, qui choisit Sudbury. Il m'a expliqué pourquoi Sudbury, ce qu'il aimait de la ville, des gens d'ici, des créateurs d'ici. J'étais fasciné. Ça a été une des premières soirées où je me suis dit que finalement, je vais peut-être m'établir à Sudbury pour de bon, moi aussi. Je voulais faire partie de cette vibe-là, moi tout. Je voulais faire partie de cette histoire-là.
j'ai publié mon recueil de poésie à l'âge de 23 ans. Le sort en est jeté. Je suis mordue de l'écriture. J'ai continué mes études à l'Université d'Ottawa en création littéraire. Prise de panique, j'ai écrit un courriel à Robert lui disant que j'ai commencé un roman qui ne semble plus finir. Il m'a répondu pour me dire, sans doute avec un sourire aux lèvres, « Mais tu n'as qu'à le finir. » Je l'ai fini, je l'ai publié, et j'en ai commencé un autre qui lui aussi ne semble plus finir. Si je le rencontrais dans la rue aujourd'hui, je lui dirais que moi aussi j'ai une leçon à offrir. Que certains mots ne se définissent pas. Voilà, c'est ce que je crois. Selon moi, la vraie définition de la poésie, c'est en au-delà de tous les dictionnaires. Même le dictionnaire Robert. La poésie, c'est quelque chose qui se vit. C'est le bonheur. C'est un type de magie. C'est un cadeau qui se transmet d'une personne à l'autre. Comme un bonbon, comme une perle qui ne perdra jamais son éclat. Après sortie du bar, nous avons terminé la soirée dans l'appartement de celle qui allait donner à sa compagne pendant 10 ans. Je me souviens des chandelles sur la table, de l'électricité qui entourait leur amour naissant. Et nous, on s'est simplement dit des poèmes, vous savez, comme on aurait eu une conversation. Et là, sans que je m'en rende compte, il m'a donné son cœur. Il l'a déposé dans la paume de ma main. Battant. J'étais pas habitué. J'ai d'abord eu peur du sang qui s'en échappait. Je l'écoutais battre. Totom. 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 Les chandelles se mirent à danser et nous enflammèrent. Sa voix ne passait plus par mes oreilles, mais me cognait le ventre. Le moment était poésie. Pour toujours, pour l'instant, à jamais. Je tenais toujours son cœur entre mes doigts tremblants, lentement comme dans un rêve. Je lui ai redonné ce qui lui appartenait et qui lui permettait de vivre aussi délicatement que possible. Il l'a replacé dans sa cage thoracique avec un sourire complice et apaisant. Il m'a reconduit chez lui, l'enfant que j'ai redevenu l'espace de poème. Je me suis endormi paisiblement dans la petite chambre au premier étage de sa maison de la rue Patterson. J'ai tenu son cœur. Vous vous rendez compte? J'ai tenu son cœur. Nous étions frères. Pour la soirée, pour un poème, pour la vie.
let there be no trouble. Que les poteaux indicateurs sur la route soient mous, car je sais que tu conduis mal. Let the signposts on the road be soft, for I know you are a bad driver. Que les stations-service soient proches les unes des autres, car forcément, tu es toujours en manque. Let the gas stations be close together, for you are inherently low. Que les voies soient clairement indiquées en plusieurs langues, car je sais que tu aimes ce qui est étranger. Let the lanes be well marked in several languages, for you like things foreign. Que tu indiques clairement à ta voiture quelle barre est en haut, car je sais que pour toi, ce n'est pas toujours clair. Let your car know which way is up, for I know for you, this is not always clear. Qu'il y ait du stationnement, car même toi, tu dois parfois t'arrêter. Let there be parking, for even you have to stop sometime. Et je l'avais signé, traduit par Denis Truax, avec l'inestimable collaboration de Robert Wilson. Aujourd'hui, je me dis que ce texte aurait pu être écrit pour Robert, lui qui aimait tant conduire. Je peux facilement l'imaginer au volant de sa voiture, probablement à fumer une cigarette, tout en tambourinant sur son volant. Tiens, il écoute Good Dog Happy Man de Bill Frisell, un album qu'il affectionnait particulièrement, qu'il rendait heureux. Serein, désormais, je sais que sa voiture sait quelle barre est en haut. Bon, 4 ans plus tard, j'habitais un petit appartement de la rue Paris, la même rue Robert. Depuis qu'on était voisins, on se voyait souvent. On prenait des marches avec sa blonde et passait devant chez lui. À chaque fois, il m'invitait à souper chez lui. À chaque fois, je disais non. Par contre, je réalisais ses poèmes et je les comprenais maintenant. J'avais enfin saisi la poésie de Robert. Il photographiait des moments et des émotions, non pas avec la pellicule, mais plutôt avec des mots. Un dimanche soir, il m'appelle à m'aider. Je lui dis que je ne peux pas accepter son offre parce que je dois aller faire mon lavage à la buanderie de la rue Calvé. Très bien qu'il me dit. 5 minutes plus tard, on cogne à ma porte. J'ouvre, c'est Robert. Viens donc souper à la maison, qu'il me dit. Ma laveuse fonctionne mieux que celle de la buanderie. J'ai mis mon manteau et je l'ai suivi jusqu'à sa belle maison. Sa maison si chaleureuse. La maison jaune et bleue de la rue Patterson où je suis finalement entré. On a jasé des heures de musique, de politique, de nos enfants. Ça m'a fait tellement de bien. Je suis parti tard, je me suis levé tôt et j'allais mieux. Presque à chaque jour maintenant, je vais stationner ma voiture devant la maison jaune de la rue Patterson. C'est un genre de pèlerinage. C'est comme pour remercier Robert de m'avoir légué son amour de Sudbury. Le soir du souper, le fameux soir du lavage, j'avais dit à Robert qu'un poème de son dernier recueil m'avait particulièrement touché, parce qu'il représentait ce que je ressentais comme frustration à me battre pour des choses auxquelles je croyais, et constater la vie où les hommes voulaient parfois tout faire foirer. Et je lui ai dit que j'entendais une musique derrière ce poème. Il m'a dit que ça lui ferait grand plaisir que j'en fasse un jour une chanson. J'ai fini par le faire, Robert. J'ai balayé toutes les étoiles tombées dans les fleurs du tapis, ramassé les miettes avec la bonne lumière d'occasion, frotter les temples dégarnis. Une colonne de fumée approche à grande vitesse.
Someone had alerted him that he was admitted into the hospital with a brain tumor and was not doing well. Since he could not investigate the state of his dearest friend himself, he asked me to do it for him, ASAP. So I did. Important note, I was not a close acquaintance to Robert. I was someone he knew through friends. I located Robert's room and waited. He was wheeled back after a series of tests. He sees me there. It was strange at first, for the both of us. He asked me why I was there. Quickly, to avoid further embarrassment, I blurted that Raymond sent me on a mission. He laughed. I felt better. We talked. He then said the following. Bon, Patricia, je crois que là, il faut que tu t'en ailles. Moi, je dois me préparer, tout seul, pour quelque chose pour laquelle je ne sais pas me préparer. Imagine ça, je vais mourir. J'ai jamais de ma vie fait et vécu pour moi. I've never been selfish with my time. Mais ça, je dois le vivre tout seul. Dis à tous mes amis à travers Raymond que je les aime et que j'apprécie beaucoup leurs pensées et bonnes intentions. Mais je ne veux plus voir de monde. Je ne veux plus de visites. I have the people I need in order to get through this time. Donc, qu'ils m'écrivent plus, ils m'appellent plus, car je dois être tout seul pour cette préparation finale. All the while, I'm holding back my nerves because this wish is so intimate and passionate. I felt clumsy and ill-suited for the job of messenger. Mais je lui ai promis de faire ce qu'il voulait, et j'ai dit au revoir. I gathered my coat and bag and aimed for the door, stopping at his side to say goodbye. We kissed on the cheek, then on the other cheek, and then he stole a final kiss from my lips. He stole it and savored it all at once, and inhaled me in my perfume. This sounds strange, perhaps, but it's exactly how it happened. He stole a final kiss from my lips, closed his eyes, inhaled me, and let out a delicious and flirtatious sort of moan. Then he looked at me with that charming Don Juan in his eye and said, "Beauté, quelle beauté." He whispered it, in fact. It was just for me. I left my knees shaking, like I've never felt them before in my life. I've performed on many stages around the world for many audiences, but I've never felt my knees shake like this, except for this once. I arrived home, and I wrote a long email to Raymond explaining Robert's wishes for solitude. Then I wrote down a poem. I wrote without thinking, correcting, and judging a single word. It was done in under 2 minutes. This song is tender and flirtatious, which is best suited to the feeling of having been kissed by charming Robert Dixon that day. Le lac est calme ce soir.
laisse les copains se laquer à vous. Les lueurs chanteront du jour pour vous, pour nous. Celle qui me gardait en équilibre, je dois suivre ce soir. L'autre Patricia. Oui. Tout le monde est venu. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas besoin de rester. On peut les voir. Oui, vous voulez. Oh, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo, bravo, bravo.